Bonsoir Arnaud Danjean, merci beaucoup d'être en duplex avec nous. Pour assurer donc la meilleure coordination du renseignement, Emmanuel Macron met en place une task force antiterroriste. Est-ce que c'est un gadget? Est-ce que c'est empiler encore une couche sur un millefeuille déjà bien épais? On pouvait le craindre, et on pouvait le craindre si ça s'était effectivement appelé une task force anti-Daesh, comme on l'avait entendu dire avant. Le fait que ce soit un centre national de contre-terrorisme et une cellule réduite, pas une nouvelle structure à des finalités opérationnelles avec beaucoup de personnel qui viendrait se substituer à d'autres ou empiéter sur le travail d'autres structures déjà spécialisées, ce sont plutôt des garanties qui vont dans le bon sens. Il y a de la place pour une cellule de coordination réduite, pour une cellule placée au plus haut niveau et encore une fois une cellule qui ne va pas se substituer ou tenter de se substituer à ceux qui font le travail de terrain, aux structures vraiment opérationnelles dans nos services de renseignement. Mais ça veut dire que c'est l'Élysée qui va réellement piloter cette structure-là et donc tout ce qui va avec? Il n'est pas tout à fait illogique que dans notre système, l'instance suprême soit située à la présidence de la République. Donc je ne suis pas personnellement choqué par le fait que ça se situe à ce niveau-là. Ce que je craignais malgré tout très fortement, c'était une structure lourde, opérationnelle, qui aurait prélevé beaucoup de personnel sur les services déjà existants et pour une efficacité douteuse et une nouvelle bureaucratie en fait. Ça, c'était vraiment le risque. Compte tenu des annonces qu'on avait eues avant aujourd'hui. Vraiment, le système qui semble devoir être mis en place aujourd'hui me semble plus léger, plus situé à un niveau stratégique. C'est normal que ça soit rattaché à la présidence de la République. Et si on arrive à maintenir quelque chose d'aussi modeste en effectif et placé comme c'est placé, personnellement, je ne suis pas choqué par ça et je pense que ça va plutôt dans la bonne direction. Sur les nominations à la tête de cette structure, notamment celle de Pierre de Bousquet-de-Florian, ex-numéro 1 de la DST. C'est quelqu'un qui maîtrise évidemment le sujet et que vous approuvez? Oui, c'est une bonne chose aussi qu'à la tête de cette structure soit placé quelqu'un qui a l'expérience du renseignement, qui a dirigé une agence de renseignement, qui est un préfet expérimenté. Là encore, c'est plutôt un gage de sérieux. On est, encore une fois, on est loin de l'effet d'annonce qu'on pouvait redouter. Je craignais vraiment l'aspect gadget pour que le président affirme qu'il s'intéressait vraiment en priorité à cette question du terrorisme, mais ce risque semble écarté avec les annonces que nous avons eues aujourd'hui. On a plutôt des annonces qui donnent un gage de sérieux à cette structure et aux personnes qui vont la composer. C'est le retour des Chiraciens, selon vous? Vous savez, moi j'ai travaillé dans des services où franchement l'affiliation politique et a fortiori l'affiliation par personnalité était vraiment pas le souci. Donc non, moi je considère que Bousquet-de-Florian est un professionnel, un préfet expérimenté. Bernard Rémier est un diplomate, il va prendre la tête de la DGSE, très expérimenté également. Ce sont des grands serviteurs de l'État qui ont rempli diverses fonctions sous divers exécutifs. Donc je ne pense pas que ce soit l'interprétation qu'il faille donner à ces nominations. Après l'attentat de Londres, après l'agression hier contre un policier à Notre-Dame de Paris, la question c'est surtout le renforcement de la coopération européenne. Et est-ce que cette structure-là va y participer? Je ne crois pas du tout que ça soit ça le problème, permettez-moi de vous le dire. Je crois que ça c'est tout à fait le poncif qui nous est servi attentat après attentat. La coopération elle fonctionne, les noms circulent, les données circulent, les services de renseignement travaillent quotidiennement entre eux. Le problème de Londres comme d'autres problèmes à Paris ou ailleurs, c'est l'ampleur quantitative du phénomène auquel on a à faire face. La menace, elle concerne des milliers d'individus dangereux. Les services de renseignement ne sont simplement pas en mesure, c'est tout à fait physique et humain, de surveiller l'intégralité de ces personnes. Donc il faut faire des choix, donc il faut prioriser et donc vous exposer à laisser passer des gens qui par ailleurs étaient connus ou étaient dans les fichiers. Donc le problème n'est que partiellement celui de la coopération. Bien sûr, on peut toujours plus coopérer, mais franchement, ce n'est pas le problème essentiel. Le problème essentiel aujourd'hui, c'est de donner les moyens humains, les moyens techniques, les moyens en termes d'analyse à nos services de police et de renseignement et à la justice de poursuivre les gens qui doivent être poursuivis. Mais l'ampleur du phénomène est telle que vous ne pouvez pas garantir un risque zéro. L'autre volet de cette action contre le terrorisme, c'est la sortie de l'état d'urgence en insérant dans la loi des mesures qui sont actuellement dans l'état d'urgence. C'est une façon de sortir du piège de l'état d'urgence permanent ?
Oui, bien sûr, certains vont s'offusquer qu'on sorte de l'état d'urgence permanent en faisant rentrer dans le droit commun des dispositions de l'état d'urgence. On verra le texte qui sera véritablement proposé. Pour l'instant, c'est une fuite dans la presse. Je n'ai pas d'informations plus précises que cela. Je pense qu'il y a des mesures qui sont des mesures d'ordre administratif qui vont donner des pouvoirs aux préfets, notamment pour mener des perquisitions ou pour prononcer des assignations à résidence. Évidemment, certains vont s'offusquer que le juge judiciaire ne soit pas dans ce processus. Pour ma part, je pense qu'en France, on a effectivement un état de droit qui repose aussi sur un pilier administratif fort. Et administratif ne veut pas dire aléatoire et sans contrôle. Il y a des possibilités de recours, il y a des possibilités de contrôle. Je ne suis pas choqué que pour lutter contre cette menace terroriste qui, reconnaissons-le, est d'une ampleur tout à fait inédite, on ait recours aussi à des procédures administratives qui sont moins lourdes que des procédures judiciaires. Mais il faut que tout ça reste encadré par des mesures de droit. Mais le droit administratif est un droit aussi dans notre démocratie. Ça veut dire que selon vous, il faut d'abord prolonger l'état d'urgence et puis ensuite organiser la loi pour que certaines des mesures de l'état d'urgence soient mises en application? C'est ce qui va vraisemblablement se passer selon le calendrier qu'aura décidé le gouvernement. Évidemment, il y aura un débat sans doute assez vif, mais je pense que certaines mesures, encore une fois, les perquisitions, les assignations à résidence, pouvoir les prononcer rapidement par rapport à la menace terroriste et par rapport à des événements qui sont des événements tout à fait dramatiques, je pense que ce n'est pas aberrant qu'on ait des procédures administratives qui permettent de le faire. Encore une fois, procédure administrative, même simplifiée, ne veut pas dire procédure sans contrôle et sans recours. Vous évoquez la situation en Grande-Bretagne. Les Anglais ont été évidemment durement frappés également par les attentats. Theresa May, qui est à la veille des élections législatives, est fragilisée. L'opposition lui reproche notamment la réduction de 20 000 personnes des effectifs policiers. Est-ce que c'est un reproche justifié selon vous ? Écoutez, chaque situation nationale a ses spécificités. On a longtemps dit que les Britanniques avaient sans doute le meilleur système en Europe en termes de renseignement, de police et d'articulation entre les différents services. On voit que même ce système, aussi performant soit-il, n'est pas infaillible. Il y a certainement beaucoup de raisons à cela. Les baisses d'effectifs policiers sont sans doute un des problèmes. Nous avons également connu ce type de problème en France. Nous avons eu un problème de maillage territorial. Nous avons eu des services qui ont été démantelés. Je pense notamment aux renseignements généraux, au plus près du terrain. Nous avons d'autres services, la gendarmerie, qui ont été un peu éloignés du cœur du renseignement. Donc vous voyez, chacun doit faire son examen de conscience. Les Britanniques ont l'habitude de faire des examens approfondis après des échecs comme ceux qu'ils viennent de subir. Il serait utile aussi qu'en France, parfois, on s'interroge peut-être un peu plus sur notre architecture et la façon et notre mode de fonctionnement en la matière. Évidemment, les baisses d'effectifs dans la police, dans toute l'architecture régalienne, police, justice, armée, services de renseignement, ces baisses d'effectifs sont aujourd'hui quelque chose qui ne peut plus être toléré compte tenu de l'ampleur de la menace avec laquelle nous allons vivre encore plusieurs années. Dernier mot, Arnaud Danjean, sur l'Arabie Saoudite et ses alliés qui ont décidé de mettre au banc le Qatar, accusé par eux de financer le terrorisme. Emmanuel Macron prône l'apaisement dans ce dossier. Et vous, quelle est votre réaction ? Oui, d'abord, je pense que l'utilisation du terrorisme et du financement du terrorisme, c'est une forme de prétexte parce que aucun pays de la région n'est totalement exonéré en la matière. Je crois que la vraie question qui se pose est une question stratégique majeure qui touche à l'équilibre de toute cette région, qui est la relation à l'Iran. Et vous savez que la rivalité aujourd'hui entre l'Iran et l'Arabie Saoudite est quelque chose qui déstabilise globalement cette région. Et donc, en forçant la main à un certain nombre de ses alliés pour exclure le Qatar, qui lui a des relations un peu plus apaisées avec l'Iran, l'Arabie Saoudite prend quand même un risque important. Évidemment, ça ne doit pas empêcher un examen de conscience très fort au Qatar et pour tous les pays, y compris le nôtre, qui ont des relations approfondies avec le Qatar. Mais encore une fois, c'est une région extrêmement troublée, c'est une région explosive. On a vu aujourd'hui des attentats en Iran, c'est relativement inédit. Il y a déjà eu des attentats par le passé, mais pas de cette ampleur à Téhéran, au cœur du pouvoir et par l'État islamique, par un groupe radical sunnite. Et donc, on voit bien aujourd'hui que cette région est d'une fragilité extrême. Donc évidemment, il faut prôner une forme d'apaisement, une forme de dialogue. Si la France est en mesure de jouer un rôle, une France qui ne prendrait pas un parti de l'un contre l'autre, qui n'aurait pas une diplomatie pendulaire passant du tout sunnite ou du tout chiite, inversement, évidemment, ça peut être salué. Si le président Macron estime qu'il y a un rôle à jouer pour la France dans cette
notre région, ça sera bienvenu. Merci beaucoup Arnaud Dangean d'avoir été en duplex avec nous depuis Bruxelles sur CNews. Dans un instant, le débat, on sera avec Françoise Degois et François Bazin pour deux livres passionnants sur les derniers jours de François Hollande à l'Élysée. A tout de suite sur CNews.